Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci aux amis du CESE d'être parmi nous. Élodie, Sylvain, Serge, merci pour le travail que vous avez fait et que vous allez nous présenter. Et c'est important pour nous parce que dans tout ce concept de continuum de qualité démocratique entre nos instances, l'idée que les conseils de développement et le CESE partagent des méthodes de travail, des réflexions, des précisions territoriales sur un énorme sujet en jeu qu'est l'eau, ça fait sens. Et je pense que ça peut peut-être amener des modifications dans la conception même des politiques publiques. Bon, je vous rappelle qu'il y a un plan eau qui a été décrété par le gouvernement au début du mois de juin. Mais encore une fois, les choses qui sont un petit peu décrétées d'en haut pour s'appliquer en bas, sans accroche, sans réflexion, sans acceptation, liées à ce que j'appelle l'ingénierie citoyenne, les expertises d'usage au quotidien des gens, fatalement, ça marche un petit peu moins bien. Donc, c'est notre rôle en tant qu'institution de démocratie participative que d'essayer de modifier au fond la méthode. Alors, ce webinaire est vraiment important pour nous parce qu'il s'inscrit dans la continuité d'une démarche qu'on a depuis instaurée, je crois, depuis 2022. Plus de 24 conseils de développement s'y sont inscrits. Globalement, pour faire un petit signal en termes de qualité, encore une fois, ça représente quelque part 2500, 3000, 3500 citoyens qui travaillent sur ce sujet, qui échangent sur des terrains extrêmement diversifiés, avec des problèmes très diversifiés, donc qui permettent de construire une vision et un avis très en rapport avec la réalité du quotidien des gens. Les sujets qui ont été traités ou qui sont traités, c'est la gouvernance de l'eau, c'est la préservation de la ressource, c'est l'utilisation et le partage de l'eau, qui sont souvent des enjeux très, très, très conflictuels, et aussi la ressource elle-même et sa réutilisation, parce que l'eau, maintenant, elle est souvent gérée, je la prends, je l'utilise, je la jette, alors qu'il y a tout un discours à avoir sur les eaux grises, les eaux noires, les réutilisations, etc., avec une réglementation, des fois, qui n'est pas complètement en rapport avec la réalité de ce que nous pourrions faire. Notre contribution aussi, et c'est le lien de ce webinaire à faire, c'est que toutes ces discussions, ce partage de savoir va venir enrichir notre contribution finale à laquelle nous sommes en train de travailler. On va valoriser ces réflexions partagées et des travaux de très très nombreux conseils de développement qui travaillent sur le sujet. Cette synthèse, ça va aussi nous permettre de formuler des interpellations sur le rôle des conseils de développement et globalement sur le rôle de l'ingénierie citoyenne et de cette expertise d'usage qui est une espèce de réalité du quotidien et pas une réalité réglementaire ou de bureau. Je pense que c'est extrêmement important de le rappeler. Juste un tout petit chiffre pour conclure, laisser la parole à Sylvain. Vous donnez une image. Si on pouvait concentrer dans un seau de 10 litres d'eau, un seau ménager, comme on dit, toute l'eau qui existe sur Terre, qu'elle soit liquide, solide ou gazeuse, rappelez-vous une seule image, c'est que l'eau potable disponible tiendrait dans une cuillère à moka. C'est dire l'enjeu, donc c'est soit on en plaisante, soit on dit que c'est vraiment hyper important. Et pour que la méthode soit efficace, on ne peut pas la laisser qu'à un système bureaucratique descendant. Donc allons-y. Merci beaucoup. Pardon, j'enchaîne tout de suite. Oui, allez, je vous en prie. Super, bon. Merci Pauline, merci Dominique pour cette introduction et un très très grand merci pour l'invitation. Quelques mots sur le CESE et puis la philosophie des travaux qu'on mène au sein de la commission environnement qui vont introduire du coup la question de l'eau plus particulièrement. Le CESE, un Conseil économique, social et environnemental, regroupe les différentes organisations de la société civile, qu'on retrouve les entreprises, syndicats de salariés, les associations familiales par exemple comme d'autres, les ONG environnementales ou d'autres, les agriculteurs, les mouvements de jeunesse, etc., avec l'idée de faire un travail d'émergence de consensus tant qu'il est possible de le faire, et ça permet de tester des sujets et de voir jusqu'où on est capable d'aller dans un schéma consensuel. Donc tout ça, vous le savez, puisque pour certains d'entre vous, et même beaucoup, vous avez des modes d'organisation et de travail qui ressemblent assez fortement à ce que l'on peut faire au CESE. Et donc je suis particulièrement heureux de pouvoir partager ce que l'on a fait ces derniers mois au sein de notre institution. Peut-être que ça pourra vous inspirer. On sera très
attentifs aussi de vos retours et de vos partages d'expérience, puisque on a une conviction, c'est que il faut que la démocratie, elle vive j'allais dire, à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau local, et je crois qu'on peut tous y contribuer. Dans le cadre de notre plan de travail depuis la nouvelle mandature, il y a ça un peu moins de 2 ans, qui a démarré un peu moins de 2 ans au CESE, on a fait différents travaux dont certains peuvent vous concerner de manière assez directe. Je pense à un avis sur l'acceptabilité des infrastructures de la transition écologique, où en particulier on regardait les modes de consultation, de concertation et de co-construction de projets vis-à-vis des énergies renouvelables, par exemple. On a beaucoup travaillé aussi sur la stratégie nationale pour la biodiversité. On a également fait un avis sur les politiques de sobriété, comment on imagine demain un monde plus sobre vis-à-vis des grands enjeux de la transition écologique et avec une approche qui considère que il y a une dimension territoriale fondamentale à intégrer pour imaginer demain un monde plus sobre avec des modes de vie plus sobres, des modes d'organisation de la société plus sobres, des modes de production et de consommation qui sont plus sobres. Donc peut-être que ce volet-là peut aussi vous questionner ou peut-être font écho à des travaux que vous avez menés. Et un récent avis que l'on a adopté il y a quelques semaines également sur la gouvernance de la biomasse. Vous le savez, pour la transition énergétique, beaucoup de secteurs industriels, beaucoup d'activités mises sur la biomasse, considérées comme étant plus durables que les énergies fossiles, bien sûr, mais qui posent d'autres questions, des impacts sur la biodiversité, et puis surtout un partage, puisque la capacité de production de la biomasse est malheureusement, je dirais, inférieure à l'ensemble des demandes qui pourraient être faites par les différentes filières économiques. Et donc, on se pose cette question de comment on gouverne la production et le partage de la biomasse avec des propositions au niveau national, mais aussi beaucoup au niveau local. Donc, peut-être que ça pourra vous intéresser également. Et donc, pour terminer, dans notre champ de préoccupation, a émergé la question de l'eau. Il y a un peu plus d'1 an, on avait mis ce sujet-là dans notre calendrier de travail, et donc il s'est traduit par différents avis. Un sur la question de la gestion durable de l'eau, qualité, quantité et partage, que Serge vous présentera en détail. Un autre sur la question de la stratégie nationale mer et littoral, donc l'approche finalement j'allais dire de la fin de vie, quelque part, du cycle de l'eau, mais c'est aussi le début, peut-être, selon le point de vue que l'on a du cycle de l'eau. Et donc, Élodie Martini-Cousty vous présentera les éléments clés de cet avis que l'on vient tout juste d'adopter. On a eu d'autres travaux qui ont été menés par des collègues d'autres commissions. Je pense par exemple à un avis sur le traité international concernant les plastiques, et donc qui pourra aussi peut-être vous intéresser. Vous pourrez le retrouver sur le site du CESE. Donc, pour terminer, quelques mots. Je crois que nos institutions, elles ont vraiment un rôle pour faire vivre la démocratie. Il faut que l'on partage nos réflexions, que la contribution des parties prenantes, de la société civile, elle est absolument indispensable. Et aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus fracturé, et on le voit chaque jour quand on regarde les informations, et l'expertise du JAS qui était évoquée en introduction par Dominique, elle est fondamentale pour éclairer les politiques publiques, quels que soient leurs échelons. En tout cas, je suis très heureux qu'on puisse échanger aujourd'hui et au plaisir de poursuivre les collaborations à l'avenir sur nos travaux, sur nos méthodes et sur la dynamisation de la démocratie de notre pays. D'abord, moi, je tenais aussi, comme Sylvain, donc, à vous remercier de l'invitation. Nous sommes très contents de pouvoir exposer les travaux du CESE. Et d'ailleurs, je tiens aussi à souligner que la commission environnement, dont a l'honneur de présider Sylvain Boucheron, s'avère au fil du temps une des commissions les plus importantes du CESE, étant donné l'importance qu'aujourd'hui représente l'environnement dans la politique actuelle, dans les enjeux qu'on a devant nous. Cette commission-là joue un rôle essentiel et produit énormément de travaux qui sont utiles, je crois, pour le débat public et surtout pour la prise de décision, si les préconisations que le CESE fait sont bien reprises par les pouvoirs publics. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, donc, excusez, vous l'avez dit, mais je le redis, donc Pascal aurait été enchanté d'être parmi nous. Il a été le co-rapporteur, donc il représente le groupe de la CFDT au sein du CESE. Moi, je vais aussi me présenter très rapidement. Je m'appelle Serge Lequéou et je suis militant de l'Union syndicale solidaire et membre du groupe Alternative sociale et écologique au sein du CESE. C'est un groupe qui a été constitué avec la Confédération paysanne, la Fédération syndicale unitaire et l'Union syndicale solidaire. Voilà. Donc, comme l'a dit Sylvain,
notre avis, ça fait un peu plus d'un an qu'on a travaillé dessus. Ce qu'on ne savait pas, c'est quand la commission environnement a décidé de produire un avis sur l'eau, c'est que l'actualité, et puis ce qu'on a connu l'année 2022 et la sécheresse qu'on a connue, allait autant être portée dans le débat public, quoi, hein, par la réalité cruelle qu'on a pu connaître, quoi. Et puis le nombre d'articles qui ont pu paraître sur la problématique du partage, et surtout aussi tout ce qui est ressorti, les informations qui sont sorties dans la presse régulièrement, pratiquement toutes les semaines, il y avait des articles sur les problèmes de pollution de l'eau. Donc, comme notre avis, qui se voulait un avis d'alerte hein, sur comment dire, quantité, qualité et partage de l'eau, au cours de nos travaux, on a été alimenté par l'actualité. Voilà, et c'est donc extrêmement passionnant. Cet avis, en plus, on a travaillé, disons, et puis en parallèle dans la commission environnement, notamment, il y a eu un avis extrêmement important que le CESE a publié en janvier, dont le rapporteur était M. Albert Rivensaler de la CFDT, donc sur la sobriété. Et donc, nos travaux qui se passaient au sein de la commission environnement, donc qui étaient parallèles, s'alimentaient l'un l'autre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, ce qu'on avait voulu faire au départ, aussi sous les recommandations du bureau, qui a publié d'ailleurs un communiqué sur l'eau au cours de l'année, en début d'année, on voulait faire un avis court, parce qu'il y a énormément de choses, évidemment, qui ont été publiées par rapport à l'eau. Notamment, il y a eu les assises de l'eau, il y a énormément d'institutions, que ce soit le Sénat, l'Assemblée nationale ou la Cour des comptes, notamment, qui ont publié énormément de choses sur l'eau. Nous, ce qu'on a voulu faire au sein du CESE, c'était un avis d'alerte et un avis court. C'est pour ça qu'on a fait 23 préconisations. On a voulu aller un peu à l'essentiel. Pour résumer ce que je voudrais vous dire avant peut-être qu'on déroule le PowerPoint qu'on vous a adressé, c'est que le premier appel qu'on voulait faire, c'était un appel pressant à la sobriété dans tous les usages. Ensuite, on voulait faire aussi un appel pour sortir du déni qui existait en matière de qualité de l'eau. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une sorte d'inconscience collective, voire d'irresponsabilité, à ne pas voir que les pollutions étaient vraiment massives et qu'il était temps d'en prendre conscience et puis d'agir pour que l'eau retrouve sa qualité. Ensuite, on voulait rappeler évidemment que l'eau est un bien commun, on a mis aussi un patrimoine commun et qu'il convenait de la répartir équitablement et surtout de proscrire toute tentative d'accaparement, comme on a pu le voir dans certains domaines. Ensuite, ce qu'on a voulu mettre aussi en avant dans notre avis et puis dans nos préconisations, c'est qu'il fallait absolument accompagner la transition de l'agriculture vers l'agroécologie et privilégier les solutions fondées sur la nature. On a voulu aussi démontrer qu'il fallait développer la connaissance de la problématique de l'eau, développer la recherche et le développement tant public que privé, et surtout donner les moyens au service de l'État d'assurer pour pouvoir informer le public et puis les acteurs de l'eau sur des données fiables, et ensuite aussi donner les moyens au service de l'État d'opérer les contrôles nécessaires. Voilà. Et avec, disons, les deux engagements, les moyens qui ont été attribués au service de l'État, nous, on pense qu'il faut vraiment redonner les moyens à l'État de jouer tout son rôle. Ensuite, on a évidemment, ce qui était une évidence, vu la pénurie d'eau qu'on a connue cette année et puis qui va certainement s'aggraver dans les années à venir, on a voulu lancer un appel aussi qu'il fallait absolument urgemment réinvestir dans la réparation des réseaux et puis la réparation et la modernisation des réseaux. Parce que, comme vous le savez, il y a plus de 20% de l'eau qui part dans la nature à cause des fuites, et puis que dans certaines régions, c'est même plus de 50%. Voilà. Et qu'il y a eu des investissements à faire qui sont colossaux, mais qu'il faut avoir conscience que si on ne les fait pas, les problèmes sont extrêmement graves dans les années à venir. Ensuite, on a voulu pointer aussi qu'il fallait absolument instaurer une solidarité territoriale entre les urbains et les campagnes, c'est-à-dire que les villes consomment énormément d'eau et que c'est souvent les collectivités territoriales des campagnes, si vous voulez, qui assurent la qualité de l'eau, mais sans qu'il y ait une solidarité financière entre urbains et campagnes.
Ensuite, il y a une proposition phare qu'on a proposée, dont la presse a fait beaucoup d'écho. On demande une tarification sociale progressive de l'eau et surtout une interdiction des tarifs dégressifs. Alors, en sachant que dans le plan eau, le gouvernement, dans sa proposition 32, annonce qu'il va saisir le CESE pour que justement le CESE produise un avis sur cette fameuse tarification sociale progressive de l'eau. Et ensuite, évidemment, on a développé, mais ça peut-être on reverra rapidement dans le PowerPoint, des mesures financières pour accompagner les politiques que l'on propose de mettre en œuvre, quoi. Notamment la suppression du plafond mordant au sein des agences de l'eau, le retour à la TVA à 5,50% sur les factures de l'eau, et puis surtout aussi, on propose une redevance sur l'artificialisation et les atteintes à la biodiversité. Voilà, ça c'est pour l'introduction rapide à notre avis. Sylvain et puis Élodie, qui sont aussi membres de la commission et qui ont suivi les travaux de très près et qui ont contribué largement aussi, qui pourront peut-être ajouter certains éléments que j'ai pas mis en avant. Mais je pense avoir été à l'essentiel. Voilà. Travailler sur la stratégie nationale mer et littoral numéro 2, c'était très intéressant de le faire après un avis sur l'eau, puisque l'ensemble des polluants et des nutriments qui sont dans l'eau douce, hein, du sommet du Mont Blanc jusqu'aux mangroves de Guyane, finissent de toute façon dans la mer. Et c'est là que on constate que 80% des principales pressions et des principaux polluants arrivent dans le milieu marin de la Terre. Et c'est quelque chose qui, justement, n'a pas été assez pris en compte dans la première SNML, qui est une stratégie, mais qui est une stratégie qui est adoptée par décret. Et donc là, devant le maigre bilan et les maigres avancées que nous avons obtenues dans la première stratégie SNML de 2017 à 2022, le CESE a souhaité justement mobiliser et faire aussi un appel d'alerte sur cette nouvelle stratégie. SNML, ça veut bien dire Stratégie nationale mer et littoral. Et qui est un peu la feuille de route et la tête de pont de toute la déclinaison de la politique nationale mer et littoral, mais que vous pouvez retrouver aussi dans vos CODEV, dans vos comités de développement et aussi dans les grandes agglomérations, dans tous les territoires métropolitains de façade comme le plus continental possible est concerné, puisque les principales pressions venant de la Terre, ils peuvent venir de très loin et arriver en mer. Et c'est ça qu'on a voulu montrer. Alors, on s'est inspiré. On n'a pas voulu traiter toutes les questions et tous les enjeux de cette stratégie, mais les principaux, c'est-à-dire en lien avec nos travaux au CESE, on voulait commencer par s'interroger sur le fait que est-ce que la sobriété de nos usages et de nos modes de vie sur les territoires, tous les territoires de métropole et d'outre-mer, pourrait suffire à réduire les différentes pressions qui sont sur nos... alors, attendez, parce que j'essaye de lire en même temps le message. Alors, oui, Guy Jourdain a raison. J'en suis pas encore là, Guy, mais t'inquiète pas, je le relayerai. La question de la sobriété des usages, tout ce que nous faisons à terre a un impact sur le milieu marin. La mer nous permet, et là on va le voir, pour la France, la responsabilité est très importante, si vous pouvez bien avancer, parce que la France, grâce à ses outre-mer et à ses territoires ultramarins, habités ou non,
comme les îles de Saint-Paul et Amsterdam et des Kerguelen et de Crozet dans les terres australes françaises, nous permettent, grâce à la zone exclusive économique qui fait plus de 200 km autour de ces territoires, d'avoir la deuxième zone exclusive maritime du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement grâce à ces zones qui sont dans tous les océans, vous le voyez bien, hein, que ce soit l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, les terres australes françaises et l'océan Indien, nous avons des enjeux de souveraineté, des enjeux liés aux ressources halieutiques, à la biodiversité et à la vie économique aussi des territoires littoraux qui les bordent et aussi des échanges avec tous les autres pays. Grâce à ces territoires et à cette zone exclusive économique, on a des relations privilégiées normalement et des frontières avec 32 États du monde. Malheureusement, alors vous pouvez continuer, avancer. Malheureusement, en effet, comme je vous le disais, la stratégie nationale de la mer et du littoral n'a pas permis d'enrayer les principales pressions qui viennent de la terre. Et là, vous voyez des pressions qui sont liées principalement au monde agricole, que ce soit les algues vertes de Bretagne, mais qui descendent jusque dans l'estuaire de la Gironde, par les réseaux hydrographiques d'eau douce que nous avons la chance d'avoir en France, qui sont très maillés et très denses. Et puis à droite, la Martinique, les algues sargasses, qui viennent de la déforestation à la fois de la forêt tropicale africaine au Congo et de la forêt amazonienne. Et leurs nutriments se retrouvent au centre de l'Atlantique et notamment dans une mer qui s'appelle la mer des Sargasses, mais la quantité de nutriments liés à l'activité du réchauffement climatique et de la modification des courants marins fait que ces algues sont poussées et arrivent sur les plages de Caroline du Nord jusqu'au sud du Brésil et notamment dans nos territoires d'outre-mer. Alors, une autre pression très forte, je voulais juste dire que cette déforestation est liée à l'exploitation du bois, hein, mais aussi à la production de soja qui peuvent nourrir le bétail que nous mangeons en France. Donc, les conséquences de nos modes de vie et de nos choix de société, même produits à l'étranger, peuvent avoir des interactions directes avec notre environnement local et de nos façades maritimes. Une deuxième grande cause de dégradation et de pression de nos qualités de l'eau et d'habitat marin et côtier, c'est l'artificialisation et les aménagements du littoral qui ont eu lieu pendant les 50 dernières années, avec, vous le voyez dans le Midi comme en Bretagne, là, des aménagements pour que tout le monde puisse pouvoir bénéficier des bienfaits de la mer, de la voile, des activités portuaires, etc. Malheureusement, on a développé ces infrastructures avant de développer des infrastructures qu'on considère être, et dans la loi littorale d'ailleurs de 1986, de capacité d'accueil, c'est-à-dire que les réseaux n'ont pas suivi, les traitements des déchets n'ont pas suivi, et aujourd'hui on le voit bien, notamment avec l'eau douce, il y a des capacités d'accueil de territoires littoraux qui sont bien plus importantes que la quantité d'eau douce qu'on va pouvoir donner à certains touristes ou résidents qui viendront en vacances sur nos littoraux. Donc, il faut repenser les territoires littoraux aussi à cette échelle, à l'échelle des capacités d'accueil physiologiques des territoires à accepter les pressions. Si vous voulez bien continuer. Les autres pressions terrestres sont aussi des pressions chimiques. On a parlé du plastique tout à l'heure, avec les milliards de tonnes de plastique qui sont déversées dans nos eaux douces et eaux marines tous les ans.
On a aussi des pollutions terrestres chimiques qui ont été déversées, c'est-à-dire pendant des années, la mer était une vraie poubelle. Là, la photo que vous avez à droite avec le plongeur, ça représente une petite partie des 3 milliards de tonnes de munitions chimiques de la Première Guerre mondiale qui, le jour où leur fuseau métallique ne les protégera plus du milieu marin, seront des bombes à retardement en termes de polluants, dans nos masses d'eau côtières. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, mais il y a aussi les fûts liés aux déchets, de nos premières centrales nucléaires. Voilà. Et puis, dans les pressions marines, alors le transport maritime qui est vraiment le transport qui permet aujourd'hui 90% des échanges mondiaux, c'est-à-dire que ce que vous commandez sur Internet a fait un voyage en mer pour 90 à 95% des produits. Donc, il a été transporté par la mer et il a été malheureusement à un coût carbone qui n'est pas anodin, puisque la plupart des entreprises de transport maritime ne sont pas encore équipées de moteurs ou de scrubber ou d'énergie propre. Voilà. Et enfin, bien sûr, l'état des populations de poissons pêchés en France en 2021, mais comme partout dans le monde, montre que même si en France, on a fait des efforts, hein, personne ne dira le contraire, sur certaines espèces, on a malheureusement encore la moitié de nos stocks halieutiques qui sont en mauvais état. C'est-à-dire on pêche trop de façon indistincte avec des engins de pêche qui pêchent aussi bien des petits, des gros poissons, des petits qui n'ont pas eu le temps de se reproduire. Et il y a en effet des techniques de pêche qui dégradent la population de poissons en n'étant pas, je dirais, sélective, mais aussi raclent les fonds et dégradent aussi les habitats marins. Alors, bien sûr, pour répondre à tout ça, il faut être volontariste. Et si vous voulez bien avancer dans le PowerPoint, eh bien, il faut d'abord, et ce qu'on a considéré, c'était qu'il fallait absolument réduire les pressions qu'on connaît parfaitement depuis des dizaines d'années, les principales pressions que je viens d'évoquer. Il fallait les réduire absolument et faire en sorte que ces pressions qui se concentrent sur les façades maritimes et qui viennent des grandes régions puissent être en effet partagées par activité, par façade, qu'elles soient de métropole et d'outre-mer, et qu'il fallait intégrer des seuils de pression dans les schémas territoriaux, mais pas simplement sur les façades littorales, les schémas territoriaux que vous avez tous aussi dans vos régions, les SCOT, les plans climat, air, énergie territoriaux, les plans de développement, etc. Il faut vraiment trouver des moyens d'intégrer des valeurs seuils et de mesurer annuellement les réductions de ces pressions et partager ces mesures, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc, la sobriété, pour ça, est un levier. La deuxième, merci d'avancer, la deuxième, bien sûr, c'est la cohérence des politiques publiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tous les outils. On a tous les outils. Dans chaque région, il existe des SRADET, les schémas régionaux d'aménagement durable des territoires. Il existe des SAR, les schémas d'aménagement régionaux pour les territoires ultramarins, les SCOT, qui sont à une échelle plus territoriale, et puis le PADUC Corse. Eh bien, jusqu'à présent, figurez-vous que ce qui comptait, ce qui primait avant tout, bien sûr, c'est l'économie qui est à la base de notre contrat social. Mais tout ce qui était fait à terre n'était pas fait au regard des impacts sur la mer. Or, l'océan nous permet, autant que la forêt, de respirer une fois sur deux. C'est-à-dire, quand vous prenez un souffle d'air, eh bien, c'est grâce à l'océan que vous pouvez respirer. Or, aujourd'hui, l'océan se meurt. Donc, il faut absolument que les objectifs environnementaux s'imposent aux politiques terrestres, parce qu'aujourd'hui, l'état de nos habitats marins et côtiers est à 75% en très, très mauvais état. Et ce n'est pas avec les impacts du réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre qu'on continue à mettre dans l'atmosphère qu'on va arriver
à régénérer nos mers côtières et nos océans. Et donc, vraiment, il faut que, quelle que soit l'activité, les objectifs environnementaux marins s'imposent aux politiques terrestres et aux projets qui sont au sein des politiques terrestres. Il existe d'ailleurs déjà un avis conforme des préfets maritimes et des parcs naturels marins sur des projets terrestres qui pourraient avoir un impact sur l'environnement marin. Mais c'est trop peu. Ça doit venir beaucoup plus en amont. C'est-à-dire qu'on prend que des projets, par exemple, d'extension de porcherie en Bretagne ou d'extension portuaire. Mais peut-être qu'un projet, je veux dire n'importe quoi, hein, d'énormes centrales logistiques comment ça s'appelle, dans le Grand Est ou ou en Auvergne-Rhône-Alpes peut avoir des conséquences désastreuses pour le milieu marin. Et il faut de toute façon que les entreprises aient des critères et des seuils environnementaux et qui concernent le milieu marin et des indicateurs pour leur permettre d'avancer et de participer à cette reconquête. Enfin, il faut en effet travailler parallèlement à mettre en place des indicateurs de protection forte par type d'habitat marin. Aujourd'hui, on a par exemple 17 statuts de protection d'aires marines protégées en mer. Il faut les simplifier, les réduire et insister sur le fait que la protection forte est très, très importante parce que c'est elle qui permet vraiment aux poissons de se régénérer et aux habitats d'avoir des fonctions écosystémiques dont nous avons tant besoin pour vivre. Donc, cette cohérence des politiques publiques est importante. Et puis, déployer partout les formations ERC, éviter, réduire, justement pour ne pas avoir à compenser sur des dégradations qui pourraient être faites à la biodiversité marine et terrestre. Vous pouvez continuer. Alors, on a posé aussi la question du principe de précaution parce que on nous dit oui, mais le principe de précaution, ça bloque tout. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a quelques années, un des conseillers de la République, de M. Sarkozy, avait voulu le faire sauter dans la Constitution. N'empêche, il est dans la Constitution. Et le principe de précaution, c'est pas très compliqué de l'appliquer. Et il ne peut pas de toute façon y avoir d'économie bleue ni de services écosystémiques gratuits sans la mer et les océans en bonne santé, sans une nature en bonne santé. Tous les scientifiques le disent, que ce soit à terre ou en mer, c'est 55% du PIB est fait grâce à une biodiversité en bonne santé. Pour ça, il faut vraiment qu'on continue à se doter de moyens de recherche et d'innovation sur le long terme, c'est évident. Il faut qu'on mutualise tous les retours de programmes privés et publics au sein d'un seul organisme en France, qui est l'Office français de la biodiversité, qui est l'office qui pilote et qui est en appui à la décision publique et qui commande aux autres services experts de l'État des programmes de recherche. Et ça, c'est très important parce qu'il a une vision globale de ce qu'il faut faire et comment venir en appui à la décision publique. Et puis lister, bien sûr, dans la stratégie nationale, les cas pour lesquels le principe de précaution doit s'imposer. Par exemple, le président de la République est allé dire à la COP 15 à Montréal et avant à la COP 27 à Sharm el-Sheikh, la France s'oppose à tout ce qui est extraction des grands fonds marins et a réussi à mener une coalition de pays pour cela. C'est très bien. Et c'est justement en application du principe de précaution. À part que c'est sur les eaux internationales. Dans les eaux françaises, encore, il n'y a pas forcément d'interdiction puisque la France a donné compétence à ses collectivités territoriales d'outre-mer pour les extractions de minerais de grands fonds. Donc, il faudrait aussi, là aussi, une forme de cohérence. Vous pouvez avancer. Et puis, pourquoi il faut absolument reconquérir l'état du milieu marin? C'est parce que, à cause de la transition énergétique et pour répondre aux enjeux du changement climatique, il va falloir déployer
dans les 10 ans qui viennent, 3 fois plus d'éoliennes en mer. Et ces éoliennes en mer, c'est une pression supplémentaire sur le milieu marin. Alors, par exemple, en 2009, au moment du Grenelle de la mer, on avait dit en 2023, on aura 6000 mégawatts installés. Aujourd'hui, il n'y en a que 480 qui sont dans les tuyaux, avec tous les projets que vous voyez sur les façades. Donc, on n'est qu'à 8% de l'objectif Grenelle. Donc, je ne vous raconte pas comment, dès cette année, il va falloir, dans les débats publics qui auront lieu dans les façades, les 4 façades de métropole, Méditerranée, Sud-Atlantique, Atlantique, Nord-Atlantique, Manche-Ouest et Manche-Est, mer du Nord, trouver des sites pour déployer 30 gigawatts supplémentaires à horizon 2033 et 40 gigawatts à horizon 2050. Ça représente à peu près 50 zones de parcs éoliens et pour lesquelles il va falloir être en capacité d'avoir fait baisser les autres pressions pour pouvoir installer ces pressions-là supplémentaires et les compenser a priori. Vous pouvez avancer. Voilà, donc ça c'est le timing dans lequel on s'inscrit. Est-ce que vous pouvez avancer aussi? Voilà, et ça bien sûr pour cette planification d'une révolution industrielle en mer, c'est vraiment ça, mais il faut pour atteindre à la fois de tels objectifs énergétiques et écologiques, ça nécessite d'avoir une gouvernance qui soit efficace et partagée à toutes les échelles, que ce soit au niveau d'un grand ministère du développement durable qui couvre vraiment tous les champs des productions primaires et alimentaires en passant par la biodiversité, l'eau, l'énergie, le transport et l'aménagement. Il faut absolument recomposer le Conseil national de la mer et des littoraux qui ne regroupe pas les gens qui composent et qui sont responsables des principales pressions sur le milieu marin. Former mieux les services de l'État et notamment les directions interrégionales de la mer aux compétences transversales terrestres. Et puis, il faut inclure obligatoirement dans toutes les chambres des métiers d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, mais aussi dans les conseils de développement, des gens et des métiers qui sont liés à l'eau et à l'eau de mer et à la qualité de l'eau de mer pour vraiment avancer et mobiliser tout le monde. Et enfin, bien sûr, les enjeux de financement par axe et par levier de cette stratégie doivent vraiment être transparentes et organisées sur le long terme. Ce sont des stratégies qui sont renouvelées tous les 5-6 ans, mais on s'inscrit au moins jusqu'en 2050 et donc il faut pouvoir critériser, financer et regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché de façon un peu plus précise pour pouvoir être toujours meilleurs tous ensemble. Voilà en gros un peu les enjeux, sachant que c'est idem, c'est la même chose est vraie pour les Outre-mer que pour la métropole, avec la demande d'une SNML2 spécifique bien sûr aux Outre-mer financée par Accès Levier, même s'il n'y a que même s'il n'y a que certains départements d'outre-mer qui sont concernés par la stratégie, mais tous les territoires d'outre-mer sont des territoires qui méritent que la France métropolitaine se penche un peu plus sur ces enjeux marins. Et c'est évident, pour répondre à Guy Jourdain qui m'envoie plein de petits messages dans le chat, que nous n'aurons d'avenir social et pour l'emploi, la qualité des emplois, que si nous arrivons à restaurer ce milieu marin, parce qu'il n'y aura pas de qualité d'emploi dans des environnements dégradés où on ne trouve plus rien à pêcher, où on ne peut même plus se baigner parce que la qualité de l'eau sera toxique et où les populations littorales et rétro-littorales n'auront plus de possibilités d'accueil de tourisme parce qu'elles n'auront plus rien de beau à leur offrir. Donc, c'est évident que derrière tout ce qui est environnemental, les enjeux sociaux sont en effet énormes et c'est aussi ce qu'on a voulu faire passer comme message dans cet avis. Mais je vais peut-être m'arrêter là parce que
on me fait signe que c'est un peu long et je serais ravie de répondre à vos questions. Le premier avis sur la gestion durable, il est adopté à 98 voix pour, 13 contre, 17 abstentions. C'est une majorité confortable, mais il y a quand même abstention et contre qui ne sont pas négligeables. Le deuxième, sur mer littorale, c'est 114 pour, 0 contre, une abstention, donc c'est vraiment marginal. Est-ce qu'on peut raccorder ces 30 voix qui manquent à l'unanimité qui paraîtrait indispensable vu la qualité de votre rapport? Est-ce qu'on peut raccorder ces 30 voix manquantes à la notion de déni? Merci André, c'est une question pour vous, Serge. Oui. Non, mais c'est certain que nous, on regrette qu'on n'ait pas pu trouver un consensus pour avoir l'unanimité de notre avis voté comme pour la stratégie mer littorale. Ça a été compliqué avec le groupe agriculture donc, qui a exposé son dissensus. D'ailleurs, ça apparaît sur les préconisations 13, 14, notamment quand on parle, si vous voulez, de la nécessaire sortie des pesticides. Il y a eu un blocage du groupe agriculture, rejoint par quelques autres membres, notamment la coopération qui est proche de l'agriculture. Mais ce qu'on peut regretter, c'est peut-être qu'on n'a pas suffisamment pris le temps de discuter en amont de la publication de l'avis. Il faut que vous sachiez, pour la petite histoire, c'est qu'une demi-heure avant la séance plénière, on était encore en commission environnement pour discuter des amendements qui avaient été déposés par le groupe agriculture. Et qui, nous, ce qu'on peut, enfin moi en tant que co-rapporteur et Pascal, et je pense qu'il partage mon avis, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup participé, si vous voulez, en amont de la rédaction de l'avis, ce qui explique le blocage en fin de l'avis. Voilà. C'est regrettable. Mais ce que nous, on n'a pas voulu, sur lequel Pascal Guéneuf et moi, en tant que co-rapporteur, on n'a pas voulu céder, si vous voulez, c'est que on pense qu'il est absolument nécessaire, ce que ne fait pas d'ailleurs le plan haut du gouvernement, que vous l'avez dû le remarquer, le gouvernement, sachant qu'on travaillait sur un avis sur l'eau, il n'a pas attendu nos conclusions pour sortir son plan une semaine avant la publication par le CESE, le vote en séance plénière du CESE, notre avis sur l'eau. Le gouvernement a sorti son plan haut qui si vous regardez bien les préconisations qu'il fait, enfin les décisions qu'il propose, les propositions qu'il fait, concernant la qualité de l'eau, notamment, c'est extrêmement faible. On est toujours dans une sorte de déni, ou du moins, le gouvernement n'a pas voulu mettre sur la table des débats qui, évidemment, étaient difficiles à gérer, notamment avec la FNSEA, pour être très clair. C'est la FNSEA qui était à la manœuvre là-dedans. Et si vous voulez, eux, ils continuent à penser qu'on peut ne pas respecter notamment les plans éco-phyto, que les pesticides ne sont pas si dangereux que ça pour la santé humaine. Voilà, donc il y a une sorte de déni et que nous, les co-rapporteurs, on n'était pas d'accord. Nous, on pensait que c'était un avis d'alerte, que la situation, elle est dramatique, que la pollution est extrême, notamment, et il n'y a pas que les pesticides, il y a les nitrates évidemment, qu'on ne respecte pas la directive européenne sur l'eau, la DCE, que la France est toujours sur le risque de sanctions, notamment sur le non-respect des directives nitrates, qu'on découvre que la pollution n'est pas que venant du domaine agricole, il y a aussi des pollutions industrielles, notamment avec les PFAS qui est sorti au cours de nos travaux, l'information est sortie dans la presse. On a auditionné notamment le président du comité de bassin de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, M. Sadier, donc qui était dans le déni total, disant qu'il n'y avait pas de pollution avec les PFAS, que ça n'existait pas. Voilà. Bon, aujourd'hui, on le sait, tous les rapports qui sont faits, notamment par l'ANSES, montrent que la situation est dramatique et qu'il ne s'agit pas, de pointer et d'invectiver les responsables. Ce qu'il faut, c'est aller de l'avant, mais ça ne peut se faire. On pourra retrouver une qualité de l'eau et éviter toutes les externalités négatives que représente l'agriculture intensive qui utilise énormément de chimie si on ne reconnaît pas les problèmes. Voilà. Donc, nous, on le regrette qu'il n'y ait pas eu, qu'on n'a pas pu trouver de consensus, mais c'est vrai que les amendements que le groupe agriculture avait fait au sein de la commission environnement
n'était pas acceptable pour nous parce qu'il dénaturait complètement le fait qu'on a voulu mettre en avant la situation dramatique, qu'on pense, nous, dramatique en termes de pollution. Voilà. Et ça a été un peu pareil sur le... il y a une préconisation qu'on fait où on dit qu'il faut réduire les cheptels dans les zones saturées. Et moi, je suis breton, hein, j'habite dans les Côtes-d'Armor et Pascal Liéneuf était dans le Finistère. Nous, on a demandé que dans les zones saturées en nitrate, notamment, il y a eu des scandales qui ont été révélés, notamment avec des grosses exploitations industrielles de production de porc sous Plouvorne ou Landes-Dunaise, où il y a des quantités astronomiques d'animaux qui rejettent des déjections très, très importantes avec une pollution extrêmement importante. Il est absolument nécessaire, non pas de diminuer le cheptel au niveau national, mais de redéployer et surtout d'arrêter de faire des extensions, pour la plupart illégales d'ailleurs, dans les zones qui sont déjà saturées. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est un constat qu'on fait. Mais d'un autre côté, on pense que notre avis, le fait que on espère que le gouvernement s'en inspirera pour voir où sont les blocages et sur lesquels il faut travailler. Et je pense que d'ailleurs, des débats qu'on peut avoir avec des organismes comme vous, on a été auditionné par le Sénat, on va être auditionné par l'Assemblée nationale et par d'autres organismes. On pense qu'il faut mettre les problèmes vraiment sur la table et essayer de dépasser les contradictions actuelles. Voilà. Merci Serge. Alors, on va prendre l'intervention de Gérard Giroux et puis après, on a 2 questions dans le chat que je poserai ensuite. Alors, est-ce que Monsieur Gérard Giroux nous entend? Vous avez levé la main? Oui. Oui, ma question elle est dans le prolongement de ce qui vient d'être évoqué concernant le déni de la qualité de l'eau. Et étant dans une région très agricole, je me pose la question de savoir si en termes de sensibilisation, il existe des données scientifiques établies par des organismes indépendants concernant l'effet négatif donc, de cette qualité sur les produits agricoles eux-mêmes. Je pense aux fruits, par exemple. Quand on voit le nombre de traitements qui sont effectués sur les arbres fruitiers, est-ce qu'on analyse la qualité de ces fruits au regard donc des polluants et de l'ensemble des traitements qu'ils ont pu recevoir? Je peux répondre si vous voulez. Oui, c'est extrêmement bien documenté. Et si vous voulez, l'INSERM a publié plusieurs rapports, notamment un en 2022, extrêmement éclairant, qui montre que, si vous voulez, la dangerosité des produits pesticides qui se retrouvent dans l'alimentation, dans l'eau et y compris dans l'air, mais qui ont des conséquences dramatiques en termes de santé publique. C'est pas parce que, si vous voulez, les producteurs de produits pesticides, que ce soit Monsanto, maintenant Bayer, enfin tous les grands groupes producteurs de pesticides qui fabriquent des pesticides, sont un peu comme ils sont dans le même positionnement qu'avaient pu être les producteurs de tabac, les fabricants de cigarettes, et puis les producteurs d'amiante. Si vous voulez, ils mettent toujours, ils essaient de mettre le doute. C'est la fabrication du doute pour essayer de dire on n'a pas la preuve formelle de la dangerosité des pesticides. Les pesticides, il ne faut pas croire que ça n'a pas de conséquences sur la santé humaine. Et d'ailleurs, ce que nous, on dit souvent dans nos interventions, c'est que les premières victimes des pesticides, ce sont bien les agriculteurs qui vont à les manipuler. Et que, comme dit le professeur Sultan, qui est un grand spécialiste des maladies liées justement aux maladies environnementales, il dit il n'y a pas de victimes des pesticides, nous sommes tous victimes des pesticides. Il n'y a personne qui n'est pas victime des pesticides, puisqu'on l'eau qu'on boit elle est contaminée la plupart du temps. Il faut savoir que 43% des eaux de surface n'ont une qualité, une mauvaise qualité dans notre pays. Et en plus, ce qu'on a découvert aussi, mais ça, on s'en doutait un petit peu, si vous voulez, et que ça nous a été confirmé par tous les spécialistes qu'on a pu auditionner, notamment les professeurs de médecine, comme le professeur Lévy, des grands spécialistes des problèmes de santé publique, on ne trouve que ce qu'on cherche, et malheureusement, jusqu'à présent, on ne cherchait pas trop les molécules polluantes diffuses dans l'eau. Si vous voulez, donc voilà. Donc nous, on espère que notre avis
va éclairer le débat public et pousser justement à la recherche, enfin, voilà, que notamment les services de l'ANSES, de Santé publique France, ainsi de suite, tous ces organismes-là de contrôle aient les moyens d'investiguer pour avoir qu'on ait une vision objective de la situation. Mais ce que nous, on a découvert à travers notre avis et puis les auditions qu'on a fait, c'est que la situation elle est dramatique et il faut que tous les acteurs en soient bien conscients. Voilà. Merci. Alors, on va prendre une autre question dans le chat. On va encore en prendre deux, hein, et après, on poursuivra avec notre session d'atelier. Donc, il y a une question de Dominique Chupard sur quel pourrait être le rôle des EPCI pour améliorer la situation aquatique. Alors, quel pourrait être le rôle des EPCI ou intercommunalités pour améliorer la situation aquatique? Je ne sais pas qui veut répondre. Bah, sur la quantité, c'est de travailler sur leur capacité d'accueil déjà, capacité d'accueil de la population, des activités. La capacité d'accueil, elle peut être travaillée au sein de toutes les EPCI. Il n'y a aucun problème. Et après, au regard des évolutions du changement climatique et du climat, de la météo qui peut y avoir particulièrement rude dans certaines régions, cette capacité d'accueil et ce besoin en eau selon les différentes activités peut se travailler vraiment activité par activité. Après, sur la qualité, c'est moins, comme l'a dit Serge Lequéo, hein, moins on utilisera de polluants chimiques et même, je dirais, biochimiques. Parce que dans l'agriculture bio, il y a aussi des métaux lourds qui peuvent être utilisés en intrants et en insecticides. Ben, moins on utilisera ces produits-là, plus on ira vers l'agroécologie et donc on se servira de solutions fondées sur la nature, plus on aura une qualité d'eau qui sera meilleure et moins chère surtout à traiter. Puisque c'est 83% de nos concitoyens qui payons la qualité de l'eau. Hein. Ce n'est pas ceux qui la souillent, malheureusement. Et puis après, c'est une question, je pense, vraiment de formation, d'information des différents acteurs. Quand vous faites vos achats, il faut essayer d'utiliser des produits qui sont exempts de polluants. Parce que ceux-là finissent toujours malheureusement à la mer et je pense que c'est une boucle vertueuse qu'on peut avoir. Hein. Les grands industriels ont fait des progrès absolument énormes quand ils ont installé en premier des bassins de décantation et des stations d'épuration pour les industries. Mais aujourd'hui, c'est à l'échelle de petites productions mais qui se sont augmentées, qui se sont accélérées et puis à l'échelle des foyers aussi, qu'il faut faire très attention. Je ne sais pas si tu veux rajouter, Serge, quelque chose. Non. Par contre, je vois qu'il y a des questions sur le chat. Donc, je vois que Guy a posé une question concernant notre intention de faire les présentations de l'étude en région auprès des associations et des conseils de développement. Évidemment, nous sommes partants, Pascal aussi, hein, j'ai contacté là-dessus. Nous, on est à la disposition, enfin, si notre agenda nous permet évidemment de venir exposer notre avis, parce que l'avis du CESE, évidemment, l'important c'est qu'il soit connu par le maximum de gens et d'acteurs qui peuvent agir hein, sur les enjeux qu'il y a autour de l'eau. Et donc, évidemment, on est invité dans pas mal d'endroits déjà. Il y a et on espère on pourra avoir aussi des échanges, notamment avec les agriculteurs. Je pense qu'il faut dépasser les contradictions qui existent aujourd'hui et puis qu'il faut aller de l'avant. Voilà, nous, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on a fait cet avis. On n'a rien voulu cacher, mais on sait très bien qu'il y a une transition nécessaire de l'agriculture vers laquelle il faut aller, qu'il faudra l'accompagner, que tout cela aura un coût, que les externalités négatives de l'agriculture chimique, agrochimique, si vous voulez, étaient incommensurables
que si on fait une comparaison de prix entre l'agriculture intensive et l'agriculture biologique, il n'y a pas photo. Si vous voulez, l'agriculture biologique est beaucoup moins chère, mais seulement les externalités négatives ne sont jamais comptées dans les prix de vente des produits de l'agriculture intensive. Voilà, donc il y a la politique agricole commune et avec les aides directes de l'État, c'est plus de 14 milliards d'euros par an. Il faut réorienter justement les aides à l'agriculture pour aller vers la transition agroécologique. Et je pense qu'on pourra nourrir non seulement la population, mais avec des produits de qualité. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une volonté politique, parce que les moyens existent. Voilà. Et aujourd'hui, on voit bien que ce qu'il faut aussi pour préserver l'eau, c'est qu'il faut s'appuyer sur des solutions basées sur la nature. Il faut que la qualité des sols est extrêmement importante. Et donc, on connaît, l'INRAE a publié un rapport extrêmement intéressant sur comment aller vers l'agroécologie dans le domaine agricole et comment dire pour 2050 en Europe avec des mesures très concrètes. Mais évidemment, il faudra accompagner les agriculteurs dans cette voie-là, quoi.